C'est aux 20h sur Espace TV. Bienvenue dans ce tour d'actualité. Au sommaire de ce journal, la grève des huissiers se poursuit. Le ministre de la Justice demande la mise en place d'un cadre de concertation pour entamer les discussions et c'était au cours d'une rencontre ce mercredi avec la Chambre des huissiers de Guinée. État de la liberté de la presse en Guinée, elle vient de gagner un point au classement établi par Reporters sans frontières. Le pays se retrouve 109e sur 180 concernés. Et puis les habitants du district de Balato, dans la préfecture de Sigiri, demandent pour l'érection de leur localité en sous-préfecture. Ils ont entamé les démarches depuis plusieurs années avec l'assurance qu'ils remplissent toutes les conditions requises. Bienvenue aux 20h sur Espace TV. Le mot d'ordre de grève des huissiers reste maintenu et comme annoncé, et pour y trouver une issue favorable, le ministre de la Justice a rencontré ce mercredi la Chambre des huissiers de Guinée et il demande la mise en place d'un cadre de concertation afin d'entamer des discussions sur les problèmes qui assaillent la justice guinéenne. La Chambre des huissiers se dit favorable à ce dialogue. Alseni Bari et Mohamed Alousseni Kamara pour les détails. Depuis le 12 avril 2021, les cours et tribunaux sont fermés, une situation qui s'explique par la grève des huissiers de justice soutenue par le barreau de Guinée. Une grève qui fait suite à la volonté du parquet général près de la cour d'appel de Conakry de ne plus délivrer des réquisitions dans le cadre des procédures d'exécution forcée des décisions de justice. Après donc avoir rencontré le barreau de Guinée, le ministre de la Justice a rencontré ce mercredi la Chambre des huissiers de justice de Guinée. La rencontre va durer plus d'une heure. Nous n'avons pas encore abordé la question qui consiste à mettre fin au mouvement. Parce que selon les analyses du garde des Sceaux que nous avons vues très pertinentes, au-delà de la simple question qui est posée, concernant l'inexécution des décisions de justice, il se trouve qu'il y a d'autres mots beaucoup plus profonds qui gangrènent de façon générale le fonctionnement de l'appareil judiciaire guinéen. Au sortir des pourparlers, le garde des Sceaux est clair dans ses propos. Il n'est pas venu ordonner la reprise des audiences, mais entamer la mise en place d'un cadre de concertation pour diagnostiquer les vrais problèmes de la justice et les résoudre une bonne fois pour toutes. Notre souci, c'est de discuter en profondeur des problèmes posés, trouver des solutions d'ensemble et puis reprendre les activités dans un cadre normal pour fortifier davantage les activités des cours et tribunaux. Mais je ne suis pas venu pour faire un lobbying et demander aux huissiers, aux avocats de reprendre dès demain. Ce serait l'idéal. Mais j'ai suggéré que l'on se retrouve dans un vaste cadre de concertation pour aborder toutes les questions et nous orienter dans la même direction. C'est ça notre souci aujourd'hui. La grève des huissiers va donc se poursuivre et les cours et tribunaux resteront fermés en attendant la mise en place de ce cadre de concertation. Et pendant ce temps, sur le terrain, cette grève des huissiers et avocats impacte sur le terrain des audiences dans les cours et tribunaux de Guinée. Conséquence, les prisonniers dans les différentes maisons de détention du pays ne peuvent pas être jugés. Le vice-président de l'OGDH envisage de mener des plaidoyers auprès des grévistes et du ministère de la Justice. Antoinette Dédé-Onivogui et Ibrahima Sori Kamara pour plus de précisions. C'est le 12 avril dernier que les huissiers ont déclenché leur grève. Une semaine après, ils ont été rejoints dans leur mouvement par les avocats, ce qui impacte fortement le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Pendant ce temps, des prisonniers sont privés de jugement. L'impact il est quand même terrible sur le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire en général et en particulier sur tous les dossiers criminels et correctionnels. Puisque sans la participation des huissiers, sans le travail des huissiers et des avocats, il est pratiquement impossible de faire fonctionner l'appareil judiciaire. Le vice-président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme est convaincu que si le ministère de la Justice le veut bien, cette crise judiciaire sera décrispée le plus tôt que possible. Parce qu'il est inacceptable que cette situation se prolonge dans le temps. Ça sera une catastrophe pour notre justice et notre démocratie. Il est inadmissible que des solutions ne soient pas trouvées
dans les meilleurs délais. C'est pourquoi nous interpellons le ministère de la Justice ainsi que les huissiers et les avocats pour qu'une entente soit trouvée le plus tôt que possible. Le motif de la grève des huissiers porte sur l'exécution des décisions de justice. Une démarche qui est également bénéfique pour les détenus, rassure le défenseur des droits de l'homme. Vous savez, la décision de justice, c'est l'aboutissement d'une procédure. Si les décisions de justice ne sont pas exécutées, il ne sert à rien d'aller devant les tribunaux. Donc, pratiquement, c'est un droit pour les huissiers de faire exécuter les décisions, parce que ce n'est pas seulement à leur avantage, c'est à l'avantage des justiciables. Aux prisonniers, le vice-président de l'OGDH demande de patienter. Maître Amadou Desba promet de s'investir davantage pour qu'une solution soit trouvée entre les grévistes et le ministère de la Justice afin que les audiences reprennent. Le rajeunissement de la classe politique, la dynamique semble être lancée donc au sein des partis politiques guinéens. C'est le cas du PDG RDA, dont le secrétaire général par intérim était l'invité ce mercredi des Grandes Gueules. L'honorable Oye Beavogui a abordé plusieurs sujets avec les chroniqueurs. Il estime que pour ce qui est du rajeunissement, l'exemple doit venir des chefs politiques des différentes formations politiques du pays. On le suit au micro de Makissa Camara et de Tierno Sadouba. Parce qu'au niveau du PDGR, de toute façon, ce n'est pas nouveau. C'est bien, je le dois, et c'est l'occasion pour moi de réaffirmer cette fidélité au camarade Mohamed Touré, qui, par seconde nature, a essayé donc de propulser la jeunesse guinéenne, et chaque fois il le dit, il le fait, essayer de propulser la jeunesse guinéenne sur l'échiquier politique national. Et cela n'a pas commencé par moi. Il y a eu d'autres camarades qui, à l'occasion des élections communales passées, ont tous été propulsés par le parti, qui aujourd'hui sont des vice-maires, sont des conseillers au sein de ces communes. Parce que ce qui est décevant, ce qui est inconfortable, c'est que les mêmes leaders qui dénoncent les pratiques, je ne sais pas s'ils appellent ça dictateur ou de maintien du pouvoir au niveau, par exemple, de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État, ils disent qu'il a duré, alors que les mêmes se sont toujours éternisés ou sont toujours figés au niveau de leur formation politique. Ils refusent de pratiquer l'alternance. C'est sous l'initiative du gouvernement guinéen et le système des Nations Unies qu'a eu lieu ce mercredi le lancement officiel du programme d'appui au financement des objectifs de développement durable ODD en abrégé. Le projet vise à appuyer la Guinée dans l'adoption d'une stratégie nationale intégrée de financement des objectifs de développement durable dans le pays. Le projet est financé à hauteur d'1 million de dollars américains. Ali Badara Camara et Mohamed Alousseni Camara nous en disent plus. Dans sa perspective de développement, la Guinée, à l'instar des autres pays, s'est dotée d'un agenda de développement à l'horizon 2030. Une vision qui obéit au cadre intégré de la planification nationale et d'un plan national de développement économique et social du pays. Pour relever le défi, le système des Nations Unies vient d'appuyer la Guinée à se doter d'une stratégie nationale intégrée de financement des objectifs de développement durable. Nous accompagnons le gouvernement non seulement dans le suivi de la trajectoire pour atteindre les ODD qui ont été évoqués, mais aussi pour mettre en cohérence l'appui multisectoriel, multidimensionnel de cette ambition, ce qui suppose d'avoir un dispositif statistique de grande qualité et qui travaille d'ailleurs sur ces questions des ODD, que la programmation budgétaire, financière soit pleinement assurée, alignée sur les grandes priorités. Le financement des objectifs de développement durable passe nécessairement par la mobilisation des ressources internes et externes. Et le projet que nous lançons aujourd'hui, c'est un projet qui est financé par le système des Nations Unies pour nous permettre d'avoir les moyens nécessaires pour non seulement faire l'effort de réalisation des objectifs de développement durable, mais aussi avoir un suivi et un dialogue permanent pour savoir que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons vers l'atteinte de ces objectifs à l'horizon 2030. Il est conjointement mis en œuvre par les institutions des Nations Unies avec les ministères du budget, des finances et des investissements publics et privés avec la participation active de la société civile. L'exécution du projet s'étendra sur une période de 2 ans. Ce n'est pas l'enveloppe financière qui est importante parce qu'elle est très modeste pour tout un pays où presque tout est prioritaire sur le plan de la programmation.
du développement, mais c'est un fonds catalytique. S'il est bien géré, ça peut aider le gouvernement guinéen à bénéficier de l'expertise du système des Nations Unies ou d'autres experts indépendants à mieux peaufiner sa stratégie d'atteinte des ODD. Après cette cérémonie de lancement, une première réunion du comité technique du projet d'appui au financement des objectifs de développement durable est prévue ce jeudi à Conakry. Et je vous le disais à l'entame, la Guinée vient de grimper d'un point au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Et ce classement ressort d'une évaluation basée sur le critère de liberté dont jouissent les journalistes. Et c'est ce qui nous amène à la 109e place sur 180 pays concernés, un rang qui est diversement apprécié par des associations de presse en Guinée. C'est un reportage de Dina Bangoura et de Alceni Camara. Ce classement mondial de Reporters sans frontières est le résultat de plusieurs mois d'évaluation sur l'exercice de la liberté de presse dans 180 pays. Selon le rapport publié par RSF, la Guinée a grimpé d'un point, ce qui l'amène à la 109e place, alors que l'année dernière, le pays était classé 110e. Lorsque nous sommes dans un pays comme le nôtre, qui a eu le courage de se doter des lois quand même osées, telles que la L002, la loi sur la liberté de la presse, qui garantit un meilleur exercice du métier de journaliste dans notre pays. Lorsque nous avons un pays où la Guinée, où nous avons une loi spéciale sur la haute autorité de la communication et nous avons également une loi d'accès à l'information publique, malheureusement qui a été adoptée mais qui tarde encore à être promulguée par le chef de l'État, nous disons que ce résultat ne reflète pas normalement la Guinée. C'est un rapport que nous accueillons avec joie, mais c'est aussi un rapport qui nous lance un défi. Celui de toujours rester cadré dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Des menaces, des agressions, des insultes et des arrestations sont des maux dont souffrent les journalistes guinéens. La faute revient en amont. Il faut prendre les hommes de droit, c'est-à-dire la justice. Parce que je ne veux pas dire d'entrée de jeu que la faute incombe aux politiques, puisque les politiques eux-mêmes sont censés être assujettis derrière ces mêmes lois. Donc il appartient à la justice de faire respecter la loi, de dire le droit. Et lorsqu'un journaliste est en porte-à-faux avec la loi par voie de presse, c'est-à-dire il est reproché par un délit par voie de presse, on dit la loi est claire, c'est une loi spécifique, c'est une loi organique, c'est une loi spéciale. Pour inverser la tendance, ces hommes de médias proposent des solutions. Pour les pouvoirs publics, le défi qui est le leur, c'est de continuer à faire respecter uniquement la loi L002 et à mettre de côté cette loi sur la cybercriminalité que certains juges mélangent souvent lorsqu'il s'agit de délits de presse. En aval, mais aussi en amont, il faut une prise de conscience. C'est très important. En Guinée, la loi sur la dépénalisation des délits de presse est une réalité. Mais elle ne protège pas toujours les journalistes, très souvent persécutés dans l'exercice de leur profession. Autre fait de l'actualité, le ministre des Sports, Sanoussi Bantamasso, a reçu ce mercredi les athlètes guinéens porteurs de trophées et de médailles pour le pays à l'étranger. Les deux sportifs ont profité de cette rencontre pour remercier le ministre d'État pour l'accueil et devant les membres du cabinet du département des sports, ils ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur discipline sportive. Alceni Baldi. Le premier s'appelle Moussa Kondé, il pratique le bodybuilding, un art de la performance qui consiste à développer sa masse musculaire dans un but esthétique. Guinéen d'origine, vivant en Italie, il y a remporté la compétition mondiale bodybuilding en 2019 avant de se classer deuxième dans la même compétition la même année. Moussa Kondé a également été médaillé d'or au championnat du monde de la discipline à Montpellier en 2020. Son manager Ibrahim Khalil Diallo retrace le parcours et les obstacles du champion. Il a commencé avec ses propres moyens, il a évolué, il s'est inscrit, il a participé à des compétitions avec ses propres frais et malgré que ça a été vraiment difficile,
Il a rencontré beaucoup d'obstacles, mais il a franchi ces étapes et il est arrivé là où il est aujourd'hui. Donc s'il a gagné ces trophées, parce qu'on lui a fait beaucoup de propositions en Europe. Il y a les Italiens qui lui ont demandé de se naturaliser pour qu'il bénéficie les mêmes privilèges que les sportifs qui sont en Italie. Mais il a préféré rester original, authentique, guinéen. Nos doléances à l'immédiat seraient que l'État accompagne Moussa, pas financièrement comme on le dit, mais pour en tout cas les documents. L'autre athlète reçu par le département des sports s'appelle Fatoumata Yari Kamara, médaillée d'argent en Tunisie et qualifiée aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. La lutteuse sollicite du gouvernement guinéen un soutien afin de lui permettre de décrocher une médaille à cette compétition. Me soutenir financièrement, car la compétition n'a pas été facile. J'ai parcouru beaucoup de difficultés avant d'arriver là. Donc il me faut me préparer très bien et je demande le ministre de m'aider pour que je puisse partir au Tokyo avec le moral haut et puis avec une volonté. Le ministre Sanusi Bantamasso a promis d'user de tous les moyens possibles pour accompagner ces sportifs qualifiés pour les joutes internationales. Et on parle culture à présent dans ce journal. Les opérateurs culturels guinéens étaient ce matin à la cité Chemin de Fer. Objectif présenter la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée à la ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Reportage Diéné Bemba Koulibaly et Ibrahima Souma. Après sa mise en place, la Fédération des entreprises culturelles et économiques rencontre la ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Une prise de contact pour d'abord se découvrir. Mais ça a été une rencontre vraiment fructueuse. Nous avons été étonnés du sens d'écoute de Madame la ministre. Elle nous a écoutés et avec elle on a vraiment échangé sur plusieurs points. Très satisfaite de cette belle initiative, la ministre de la Culture et du Patrimoine historique rassure quant à la disponibilité de son département à accompagner la FESEG dans sa noble mission de promouvoir la culture guinéenne. C'était mon objectif de rencontrer tous les acteurs du monde de la culture afin qu'ils s'organisent en fédération, en association pour pouvoir avoir des interlocuteurs face à l'État. Maintenant qu'ils ont pris la belle initiative de s'organiser en association et moi je ne peux qu'être contente et les féliciter. Il faut rappeler que cette fédération a vu le jour le 25 mars dernier. Son objectif est d'unifier les acteurs culturels tout en défendant leurs intérêts. Et puis les habitants du district de Balato, dans la préfecture de Sigiri, souhaitent que leur localité soit érigée en sous-préfecture. Et selon des citoyens, le district de Balato remplit à ce jour toutes les conditions recommandées pour avoir le statut d'une sous-préfecture, ce qui fait que depuis plusieurs années déjà, ils ont entrepris des démarches dans ce sens auprès des autorités compétentes. Et dans l'attente de l'approbation du gouvernement, aujourd'hui, ils se disent prêts à accueillir un sous-préfet dans leur localité. André Mossimilimono, Idrissa Bari et Tierno Sadouba pour plus de précisions. Nous sommes à Balato, l'un des districts de Kintignan dans la préfecture de Sigiri. Cette agglomération compte à ce jour plus de 28 000 habitants, ce qui fait qu'une seule ambition anime les habitants de ce district, c'est de voir leur localité érigée en sous-préfecture. À part la croissance de sa population, ils disent avoir rempli toutes les conditions requises pour la transformation du district de Balato en une sous-préfecture. Notre souhait est que le district de Balato soit érigé en sous-préfecture. Nous avons une population digne d'une sous-préfecture. Nous avons à ce jour mis en place toutes les infrastructures allant dans ce sens. Notre district compte aujourd'hui 2 lycées, 3 écoles primaires, 31 mosquées, 2 églises et 4 postes de santé. Toutes ces infrastructures ont été réalisées sur fonds propres des populations de Balato, comme pour prouver leur engagement et détermination à aller au bout de ce projet. Ce bâtiment en cours de construction abritera le futur siège de la sous-préfecture de Balato. Après avoir franchi toutes les démarches administratives, les habitants de ce district n'attendent plus que la décision du gouvernement.
Nous avons adressé des notes aux maires, aux préfets et aux gouverneurs également. Même le ministre en a reçu. À l'heure où nous sommes, nous attendons leur réaction puisque nous avons déjà franchi tout ce qui doit être fait dans ce sens. Financé à plus de 200 millions de francs guinéens, la finalisation de la construction du bureau du futur sous-préfet de Balato n'est qu'une question de jours maintenant. Et les habitants se disent prêts à l'accueillir à tout moment. La population de Balato est prête à recevoir le futur sous-préfet, quel que soit le moment où il viendra. Ces jeunes se disent prêts à poursuivre les démarches auprès des autorités jusqu'à la satisfaction de leurs requêtes. Et ce journal s'achève. Retrouvez-le sur Espace TV Guinée.info. Prochain point avec l'actualité avec Mafoudia Bangoura à 22h. Bonne soirée avec Espace TV.